Le débat ce matin est ce vendredi 5 février avec une population de près de 400 millions d'habitants. L'Afrique de l'Ouest possède l'un des parcs automobiles dont la croissance est la plus rapide au monde. Cette situation donc associée à la mauvaise qualité des carburants est l'une des principales causes de l'augmentation des niveaux de pollution atmosphérique. En 2016, par exemple, l'Organisation mondiale de la santé a désigné bien sûr une ville nigériane la plus polluée au monde en termes de petites particules nocives. Les ministres en charge de l'environnement et de l'énergie dans l'espace CEDEAO, par exemple, se sont réunis les 6 et 7 février 2020 à Ouagadougou, au Burkina Faso, et ont adopté un ensemble complet de réglementations visant donc à introduire des carburants et des véhicules plus propres dans la région ouest africaine. Qu'est-ce qui en est concrètement et qu'est-ce qui a changé de 2020 à maintenant? Quelles sont les nouvelles recommandations en matière donc de la qualité du carburant utilisé en Afrique? Nous allons donc en parler. Ce sujet assez préoccupant, mais qui ne vient pas souvent et bien sûr qui est quelque peu oublié. Qu'en est-il concrètement? Nous allons donc revenir sur le sujet une fois encore avec M. Coton de l'unité de protection pour l'environnement. M. Coton, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, le dossier à propos donc des carburants toxiques en Afrique, vous avez suivi ce dossier pendant donc de longues années. Vous avez pris part à ces différentes sessions organisées donc par les gouvernements au niveau de l'espace CEDEAO. Aujourd'hui, quelles sont les nouvelles recommandations en matière des normes de qualité pour le carburant en Afrique de l'Ouest? Et surtout, qu'est-ce qui a poussé la CEDEAO justement à prendre ces décisions? Merci, monsieur le journaliste. En effet, comme vous venez de le dire, nous avons suivi de très près ce dossier de carburant toxique en direction de l'Afrique. Nous devons remercier ici la CEDEAO. Ça, vraiment, il faut qu'on ait de ces institutions sur le plan régional qui, à des moments donnés, tient le taureau par les cornes, c'est-à-dire qui s'engage réellement. Nous avons déjà dit ici, depuis 2016 à Abuja, jusqu'à Ouagadougou, au Burkina Faso, les 5 et 6 février 2020. La CEDEAO, au moment où on disait que le carburant, le taux de soufre dans le carburant serait de 50 ppm pour le diesel et 150 ppm pour l'essence. Et ça a pris effet. On en a parlé ici au mois de juin, comment on appelle, 2020, je crois, parce que le Bénin avait pris l'arrêté interministériel mettant ces spécifications. En ce moment, c'était les réunions d'Abuja en 2016 qui ont donné l'aboutissement là. Mais en ce moment, la CEDEAO a déjà lancé des consultants qui devaient approfondir le dossier et revenir à un taux de soufre encore plus raisonnable. Ça veut dire quoi? Les pays de l'Europe, d'où on embarque ces taux de soufre, sont à 10 ppm. Je vous dis bien 10 ppm. Au niveau de l'essence? Au niveau de l'essence et 10 ppm de taux de soufre toujours au niveau du gasoil. Donc la CEDEAO trouve ça d'anormal qu'on reste dans la logique de 50 et de 150 ppm. Tout simplement parce qu'au départ, comment on appelle, au Nigeria, on s'est dit, on est un pays du Sud, il faut se donner les moyens de notre politique. Parce qu'on était à 3 000, 5 000, 6 000 ppm dans certains pays de la CEDEAO. Donc c'était tellement énorme et on est venu à 50 et à 150. Mais la CEDEAO n'a pas baissé les bras. Ils ont recruté des consultants qui ont fait des études plus approfondies, voir tous les paramètres possibles pour revenir encore à un taux encore plus raisonnable. Et c'est comme ça, au Burkina Faso, le
5 février 2020, ils ont d'abord réuni les experts. Donc, ça fait exactement 1 an aujourd'hui. 1 an, ouais. Ils ont réuni les experts en hydrocarbures et en environnement. Donc, il y avait les ministères en charge d'hydrocarbures, les ministères en charge de l'environnement. Notre pays a été d'ailleurs représenté à ces réunions-là. Et ils ont écouté les consultants qui ont fait le travail de ramener le taux de soufre encore plus raisonnable. Et c'est après cette étude minutieuse de ces consultants que la CEDEAO a pris à nouveau la décision. Au cours de la réunion des ministres en charge d'hydrocarbures et de l'environnement, le 6 février, les experts se sont réunis le 5 et le 6 février, les ministres se sont réunis pour écouter les recommandations, les explications des consultants et des experts des pays membres de la CEDEAO. Après les avoir écoutés, ils ont décidé alors qu'à partir du 1er janvier 2021, le taux de soufre dans le diesel serait de 50 ppm. Le taux de soufre dans l'essence serait aussi de 50 ppm. Et à la même réunion, ils ont recommandé un mécanisme d'information des populations, un mécanisme de sensibilisation autour et un mécanisme de suivi. C'est-à-dire chaque pays en retournant chez lui doit se donner les moyens d'en parler beaucoup plus, les moyens d'expliquer aux populations que voilà les nouvelles décisions de la CEDEAO, voilà les souhaits de la CEDEAO. Alors, mais au Bénin, qu'est-ce qui est fait concrètement Non, pour le que Bénin cela soit ayant... respecter ces nouvelles recommandations? Je vais vous dire, depuis 2016, je crois en 2017-2018, quand le Bénin a quitté Abuja au Nigeria, il y a eu un conseil des ministres qui a rendu compte du souhait de ramener le taux de soufre à 50 ppm dans le diesel et à 150 ppm dans l'essence. Et déjà là, un comité de suivi est créé au ministère en charge des mines et de l'eau qui suit le dossier. Et déjà là, le conseil des ministres a demandé une large communication autour, ce qui a fait que, à l'époque, je vous ai fait pas mal d'émissions et je continue d'en faire. Donc, le Bénin devait rester dans la logique de la CEDEAO, puisque le mécanisme existe déjà quand il s'agissait de 50 et de 150 ppm. Donc aujourd'hui, il y a des structures de Donc, contrôle de la il y a qualité des structures du logées au carburant ministère qui des Mines. arrive dans le pays. Eh bien, non, déjà, depuis le premier arrêté qui a pris effet, il devait nécessairement avoir le contrôle de tous les carburants qui rentrent dans notre pays. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est fait Eh concrètement? bien, ça C'est doit vraiment- être fait, puisqu'il y a une direction de l'hydrocarbure qui existe dans notre pays. À tout moment, c'est-à-dire, au fait, ce qui nous manque un peu, c'est les moyens communicationnels. Cette direction devait vous expliquer, mais pour venir vous expliquer, il faut payer la communication, mon gars. Pour parler à la population, il faut s'en donner les moyens. Donc, cette direction est tenue de rendre compte du prélèvement fait par chaque bateau à chaque bateau. Donc, sur ce point précis, le mécanisme doit être clair. Et il faut qu'on informe les populations. À nouveau, la CEDEAO a encore frappé fort en nous suggérant qu'il faut 50 ppm de taux de soufre dans le gasoil et 50 ppm de taux de soufre dans l'essence. Mais c'est un effort exceptionnel, mon cher journaliste. Oui, mais si dans l'espace, dans l'Union européenne, dans l'espace européen, on est à 10 et que nous, on doit être à 50. Mais- Pourquoi on doit être à mais 50 si qu'on on ait- sait que... Nous sommes partis de loin. 3000 ppm, 10 000 ppm, 6 000 ppm. En Europe, c'est vrai, on s'inspire d'eux.
Mais il s'agit d'une vieille démocratie. Est-ce qu'on est tous dans les normes en matière de respect de l'environnement? Mais oui, Si on est dans les A50... Mais on est plus ou moins dans les normes. On est venu de 3000. Disons-vous la vérité, disons-nous la vérité. Nous sommes venus de 3000. Et d'ailleurs, pour vous faire rigoler, un instant, avant votre question, le Bénin fait partie des rares, sinon le premier pays de la CEDEAO à prendre le dossier à bras le corps comme ça. Il y a des pays qui sont allés à Abuja qui n'ont pas pu bouger à cause des raisons X ou Y. Donc, il faut nous dire, nous en tant qu'environnementalistes, nous en tant qu'observateurs, nous voyons qu'on a fait un grand pas. Nous ne disons pas qu'on a fini. Nous ne disons pas que on est les meilleurs des meilleurs en prenant 50-50. Mais nous disons chapeau. Les Européens sont à 10. On n'a que 40 de différence. Et on finira par en arriver là. Parce que le combat ne s'arrête pas, Corneille. Le combat ne s'arrêtera jamais tant que nous, on est là. On finira par arriver là. On est allé tout récemment à une réunion de la société civile en début d'année dans un pays européen. Mais quand les gens ont vu ce qu'on a fait au Bénin, quand ils voient vos émissions sur YouTube, ils trouvent que le Bénin est très actif. On a été félicité pour être le premier pays à prendre d'arrêter après Abuja. On a été félicité pour être le premier pays où on en parle, on communique autour. Ça veut dire que nous venons de très loin et que là où nous sommes aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on est déjà arrivé, mais on n'est quand même pas. On voit déjà le bout du tunnel. Donc aujourd'hui, quand on va à la pompe, dans les stations-service pour nous approvisionner, il n'y a plus de risque à propos donc, de la qualité du carburant qui est servi. Il ne devrait pas y avoir de risque. Et comme j'ai dit, il y a des directions qui sont outillées pour faire ces prélèvements-là. Et il y a aussi la société civile qui fait des prélèvements sans qu'on le sache. Alors, et qui suivent de près. Mais qu'en est-il du carburant informel? Du carburant informel. Enfin, ça, c'est un autre gros dossier aussi. Ce débat, moi, je l'ai toujours dit, et certains ne veulent pas comprendre. Il va falloir qu'on ait d'abord le carburant informel. Le combat continue. C'est même rentré dans les textes des lois de la République. Je crois que c'est dans le code pénal, un truc comme ça. Mais il faut qu'on ait le courage de faire de prélèvements. Je vous l'ai déjà dit une fois sur le carburant informel. Et là, on a une base scientifique d'échange et de discussion. Les dernières réunions de la société civile qu'on a eu à faire en Europe, moi, j'ai eu à suggérer qu'il faut qu'on aide le Bénin et les pays qui ont du carburant informel à faire les prélèvements sur ces carburants informels pour voir réellement le taux de soufre. Mais ça n'a jamais été fait. Non, ça. Aucune étude sur. Moi, je n'ai jamais vu ça, en tout cas. Mais je plaide pour qu'on en arrive là. Parce que quand le taux de soufre d'essence à la station était à 3000 ppm dans ce pays, je me suis posé la question de savoir le taux de soufre dans le Payot serait combien. Mais on ne s'est jamais posé cette question. Et à l'époque, quand on a commencé le combat, je me suis dit, mais attends, on va peut-être s'en vouloir un tout petit peu. La station est à 3000 ppm autorisée légalement. Où les autres sont à 10 ppm. Mais ici, on était à 3000 ppm. Si la station est à 3000 ppm, le paillon serait à combien? Mais personne n'a jamais voulu, on n'a jamais pu prélever le paillon. Au même moment, on la martyrisait. On le martyrisait, le paillon. On frappait fort. Donc, ce débat, il va par là qu'on prenne de la hauteur. Est-ce qu'aujourd'hui, ça ne sera peut-être pas un effort sans grand résultat, puisque aujourd'hui, le paillot est plus consommé?
sur l'ensemble du territoire, Monsieur Contant. Est-ce que le nœud du problème même aussi... Faisons très attention dans ce que nous disons. Le pailleur aujourd'hui n'est plus consommé. Oui. Regardez l'effort considérable que notre pays fait à travers les stations. De plus en plus, il y a pas mal de stations. Prenons le débat objectivement. Non, mais on est objectif. Mais non, mes analyses. Arrivons à Cadavi, par exemple. Mais écoutez mes analyses au moins. Allons-y, M. Contant. Les stations, l'existence des stations commence par décourager un peu le pailleur. Deux, la différence de prix entre les stations et le pailleur commence par à décourager les populations pour aller vers le pailleur. Donc, dit que le pailleur est beaucoup plus d'utilité systématiquement, faisons des statistiques. Quand vous voyez le pailleur au bord de la voie, on vous dit 500 francs. 500. À la station, vous êtes... Non. En fait, je donne un exemple. Ouais, c'est fluctuant. Ouais, c'est fluctuant. À la station, vous êtes à 510, 500 aussi. Et à la station, vous êtes au moins sûr que c'est 150 ppm. Taux de souffle. Donc, la communication, la sensibilisation des populations les amène un peu plus vers la station. Un peu plus. Il y a 5 ans, il y a 7 ans en arrière, ce n'est pas faisable. Il y a, disons, même 2 ans en arrière, c'était difficile. Mais aujourd'hui, ça commence pas à venir. Mais il faut une statistique. Il faut en parler. Il faut chercher à comprendre. Et vous-même, les journalistes, je ne sais pas de vous dire, on est dans le même bateau. Cherchons à comprendre. Pourquoi il n'y a pas eu de prélèvement sur le pailleur? Demandons alors le prélèvement sur le pailleur au gouvernement. Demandons le prélèvement sur le pailleur au ministre en charge des mines. Les parlementaires... Demandons ça aux parlementaires. Qu'on sache réellement, qu'on sache réellement le taux de souffle sur le pailleur. Ouvrons le débat, c'est-à-dire n'ayons pas peur de nous parler. En ouvrant le débat, ce n'est pas un débat qui est contre quelqu'un. C'est pour nous permettre de mieux savoir et de mieux comprendre. D'accord. Alors, mais aujourd'hui, la question souvent revient, mais sans véritablement de réponse depuis que cette affaire donc, a éclaté en 2019, 2018, 2019. Pourquoi du carburant toxique en Afrique? Pourquoi du carburant toxique en Afrique? Et les préjudices aujourd'hui. Pourquoi le carburant toxique en Afrique? C'est ça? Bien sûr. Mais, Corneille, vous savez, le gain, la recherche du gain amène tout. Pour moi, personnellement, la recherche du gain. Pas qui? L'argent. Pas qui? C'est l'Afrique qui recherche parce que je vais vous expliquer. Ce débat arrive souvent, vous-même vous l'amenez souvent. Parce qu'au niveau des institutions sous-régionales, oui, on se préoccupe du problème, solutionner le problème, mais l'origine du problème. Tout le monde connaît l'origine du problème, mais il faut qu'on ait le franc-parler de nous le dire. Les importateurs du carburant toxique disent, eux, ils respectent les tests en vigueur dans les pays africains ou dans les pays où ces carburants ont été déversés. Donc les cadres africains ont trahi un instant. Donc eux, ils se disent, c'est la légalité. Mais oui, ils respectent ça. Parce qu'on avait des tests qui c'est-à-dire la fragilité des tests dans les pays africains ont permis ça. Point. Mais malheureusement pour eux, ces importateurs, la légalité d'un commerce ne prouve pas sa légitimité.
la légalité d'un commerce ne prouve pas sa légitimité. Et quand nous allons plus loin, nous allons dans les tests sur le plan international, vous allez à l'ONU et vous voyez par exemple les entreprises et les droits de l'homme. On demande aux entreprises de protéger, de faire leur commerce de telle sorte que les populations soient protégées. Ça, c'est dans les déclarations des droits de l'homme. Donc, à ce niveau, c'est pourquoi je vous dis que la légalité n'implique pas nécessairement la légitimité. Au moment opportun, ce débat va arriver. On va leur dire, c'est pas parce que nos têtes sont faibles. Et vous savez que les conséquences d'utilisation de ces carburants à 3000 ppm peut avoir des préjudices sur la santé humaine. Ce débat va se poser au Sénégal. La société civile a porté plainte contre INS. Au Mali, c'est pareil. Pour dire, ce n'est pas parce que le taux de soufre légalement reconnu par l'État malien ou l'État sénégalais leur permet d'importer ça, que eux-mêmes ne vont pas voir s'il y a des conséquences sur les populations, sur la santé des populations. Est-ce que les États, en agissant ainsi, ne sont pas en train de fuir en fait responsabilité aussi, puisque si vous avez des tests qui légalisent ces conditions. Non. Est-ce que le problème n'est pas déjà chez nous, même au niveau de nos cadres, au niveau de nos dirigeants, même en Afrique? Mais, Corneille, je vais vous faire remarquer quelque chose. Mais le BN n'est pas encore dans cette dynamique-là. On n'en est pas encore arrivé. Mais, quand on dit que les entreprises et les droits de l'homme, c'est un système qui a été élaboré par les Nations Unies, où tout le monde adhère, les gens adhèrent aux Nations Unies. Tous ceux qui font ce business ont adhéré, les pays africains qui reçoivent ont adhéré. Donc, le débat qui va s'opposer, dans ce cadre, on dit, mais il faut protéger, il faut respecter et il faut réparer. C'est un document. C'est un document de l'ONU, c'est-à-dire les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Les principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. C'est l'ONU. Et quand on va plus loin en disant, dans ce cadre, il faut tout faire pour protéger, respecter et réparer. Tout est là. La faiblesse des tests, oui. Mais quand on sait que la faiblesse des tests vont aboutir à une situation qui porte atteinte à la santé des êtres humains, nous n'avons rien inventé. Vous allez sur Google et vous mettez principe directeur relatif aux entreprises, aux droits de l'homme, de l'ONU. Vous verrez tout. Donc, moi je dis, et je vous l'ai toujours dit, ce volet va être ouvert tôt ou tard. Et ces importateurs ou ces grands industriels qui se cachent derrière les tests pris par ces pays africains, on en a parlé la dernière fois quand on était à la rencontre de la société civile, on a dit non, nous sommes d'accord, nos tests sont fragiles. Mais quand vous adhérez à l'ONU et quand vous faites ce que vous faites, vous devez vous poser la question de savoir si c'est parce que les tests sont tels qu'on doit agir de telle manière. Le débat se pose. Mais la fragilité des tests aussi pose le problème de la compétence des cadres ou la cupidité des cadres peut-être, non? Est-ce que nos cadres ignoraient quand même les effets sur
la santé des populations moi, je crois que... en optant pour des taux élevés de particules, de petites particules contenant de soufre et autres dans nos carburants. Ce débat, je crois que bon, nous donnerons des circonstances atténuantes à un moment donné en disant est-ce que ces États même se sont outillés sérieusement pour avoir comment on appelle, des preuves ou des éléments palpables. Quand on dit 3000 ppm dans les pays africains, combien de pays africains ont de labos bien équipés, bien structurés, ou quand on prend le prélèvement du carburant, on amène ça dans ces labos. Je dis des laboratoires de dernière génération. Faisons attention. Nous visitons des laboratoires où, c'est-à-dire quand vous prenez l'essence ou le gasoil comme ça, vous amenez, en quelques minutes, vous voyez des particules. Donc, bien équipés, qui se dit, mais attention, quand nous mettons 3000 ppm là, ce qu'il y a dedans là a telle conséquence sur la pollution atmosphérique. Ça peut donner tels éléments. Ah, réfléchissons-en. Ce qui s'est passé et ce qui se passe aujourd'hui, et c'est pourquoi nous remercions la CEDEAO, sur le carburant toxique, en réalité, amène l'Afrique à prendre ses responsabilités à tous les niveaux. Dans les pays africains, en général, combien de pays africains, vous allez nous dire aujourd'hui, ont des labos de dernière génération? Les pays africains, après les indépendances et autres, ne sont pas inscrits. Est-ce que rien que pour contrôler la qualité du carburant, a-t-on besoin forcément Mais attends. Parce qu'après 60 ans d'indépendance, si on n'est pas capable de déterminer, de contrôler la qualité de notre carburant, non, je n'ai pas dit qu'on n'est pas capable de déterminer. Il faut qu'on soit capable d'avoir des laboratoires. Que font nos dirigeants alors? Qu'est-ce qu'on a pu faire en 60 ans? Mais il faut qu'on s'interpelle, qu'on aille. Écoutez, depuis qu'on est en train de parler de... Disons, nous, enfin, je ne vous envoie pas la balle. Nous allons nous envoyer la balle. Depuis qu'on est en train de parler de carburants toxiques, est-ce que nous nous sommes dit il faut qu'on fasse un lobby pour avoir des laboratoires de dernière génération dans l'espace CEDEAO? Ça commence de là. Ça commence de là. Même quand nous prenons les raffineries, nos raffineries en Afrique, la CEDEAO, la dernière fois, a donné juste en 2025 aux raffineries d'Afrique de se mettre dans les normes d'être équipées parce que les rares raffineries qu'on a ne sont pas suffisamment outillées. Donc l'Afrique pas manque de compétences. Nous avons un débat de fond. De matériel, d'infrastructures adéquates. Oui, il faut qu'on s'interpelle. Devient un dépotoir où... Mais non, vous ne voulez pas reconnaître le tort de nos dirigeants Mais moi, je dis, nos responsabilités, c'est-à-dire, il est très facile pour nous d'attaquer nos dirigeants. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat est au niveau, selon moi, ce que les cadres, c'est-à-dire ce que nous faisons et ce que nous suggérons à ces autorités en tenant, et ces autorités, ce qu'ils nous répondent. Si on vous dit un labo de dernière génération coûte 2 milliards, on le demande à un ministre. Le ministre dit, pourrais-je plaider ça devant mon collègue des finances pour avoir, réfléchissons autrement. Mais le réfléchissons autrement, là, c'est à nous de prouver les conséquences qu'il y a derrière. Si on ne le fait pas, nous importons de n'importe quoi.
Et si nous importons de n'importe quoi, voilà les conséquences, ce que ça fait sur l'état de santé. Aujourd'hui au Bénin, alors, est-ce qu'on a du matériel nécessaire pour contrôler que nous sommes effectivement, nous respectons les 50 000? Est-ce que, par exemple, au Bénin, aujourd'hui, on a le matériel, la compétence nécessaire pour vraiment contrôler que nous respectons ce que la CEDEAO a dit, les 50 ppm au niveau de l'essence que du gasoil? Mais ça, voilà le débat, puisque les cadres béninois, ils sont allés à cette réunion-là. Le 5 février, il y avait un cadre du ministre des cadres de vie. Il y avait un cadre de la direction de l'hydrocarbure. Il y avait un cadre du ministre des Travaux publics. C'est les véritables questions qui devaient, puisque ils sont les experts qui se sont réunis le 5 février avec les consultants pour ouvrir le débat. Donc la question sera adressée en son temps. Alors, on va poursuivre un peu les investigations dans ce sens. Mais oui, et tous ces pays africains devaient se dire, y compris le Bénin, ce que vous dites là, notre pays a les laboratoires nécessaires. Non, on n'en a pas. Et c'est là où, à cette séance, nous, on n'y était pas. Et c'est là où, à cette séance, on va dire, alors, il faut accompagner les pays africains à avoir des laboratoires dignes de ce nom. D'accord. Et ça rentre dans une recommandation rapidement à cette restitution des consultants qui l'ont fait aux experts africains. Et quand les ministres sont en train de valider, pour dire 50-50, ils vont se dire attention, donnons aussi les moyens aux laboratoires de ces pays de faire ceux qui n'en ont pas. Ça ne transparaît pas. Dans les... On n'a pas parlé d'installation. Non, on n'a pas eu ce débat. On ne l'a pas eu. Le document là, on ne l'a pas eu. Et comment peut-on faire le contrôle et le suivi si on ne plaide pas pour que... Mais le contrôle, on a parlé de contrôle et le suivi. Mais il faut plaider aussi... qu'il y a les moyens pour faire ce contrôle. Les moyens pour faire ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, à tous les niveaux, nous sommes tous responsables. C'est pas parce qu'on est parti, on va revenir, on va dire, on va faire ça. Comme vous dites là, on dit, on descend au laboratoire pour voir. Moi, je sais pas, moi, j'ai pas encore eu l'occasion de visiter les labos qui s'occupent de ces prélèvements. Ces jours-ci, je vais le demander au ministre en charge des mineurs de l'eau pour pouvoir visiter les laboratoires qui s'occupent du contrôle la qualité de l'essence qui rentre. Et surtout, les 50 ppm en essence et les 50 ppm en gasoil dessus. Il faut y voir. Et je le ferai les jours à venir. J'envoierai un correspondant pour lui suggérer ça. Parce qu'on ne serait pas en train de plaider, faire de la sensibilisation sans se rassurer derrière. D'accord, merci bien. Merci à vous, Monsieur Coton, de l'unité de protection pour l'environnement. Avec vous, on a parlé des nouvelles recommandations de la CEDEAO pour ce qui est de la qualité du carburant. En Afrique, vous le savez très bien, cette affaire de carburant toxique, les institutions sous-régionales en Afrique, et bien sûr, se sont levées pour lutter contre ce phénomène et rassurer les uns et les autres quant à ce que nous consommons comme carburant dans nos moteurs. Donc, ces nouvelles recommandations prévoient désormais pour le gasoil et l'essence 50 ppm de teneur en soufre. Et au niveau donc de la CEDEAO, les dispositifs, les recommandations pour ce qui est du contrôle du suivi au niveau donc de chaque pays pour l'institution, les dispositions doivent être prises. Nous en avons parlé assez longuement sur ce débat. Et l'autre côté également, c'est bien sûr la réparation. Ce qui a été commis comme préjudice doit donc être réparé. Au niveau de certains pays africains, le Sénégal, le Mali, les démarches ont déjà continué pour que donc, la réparation soit faite, le principe de pollueur-payeur. Merci à vous, Monsieur Coton, pour ces explications. Merci également à tous ceux qui sont restés avec nous.